Всё будет не так. Ce qui veut dire en russe que bravo, vous avez bien réussi, toi. Mais de toute façon, ça ne sera pas comme vous venez de le répéter en simulateur et tout. On est vraiment sur le chemin d'un retour vers la Lune. Étant ministre en charge des affaires européennes convaincue et pratiquante et être la ministre qui porte le nom français au référendum sur le traité européen, ça a été pour moi quand même un échec important. Ce 21e siècle, il est plein de menaces, bien sûr, mais il est plein de potentialités absolument extraordinaires. C'est pas aux autres de vous imposer des limites, de vous dire ça c'est pas pour toi. En particulier aux petites filles. Il n'y a rien qui ne soit pas pour elles. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit une invitée particulière. Alors déjà, c'est une invitée, mais c'est surtout une femme qui a marqué les esprits en ayant été la première femme française astronaute. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce podcast Vision Claudie Aigneret. Bonjour Claudie. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. On sait qu'il est précieux, car même si tu n'es plus astronaute, il y a beaucoup de choses à faire. L'idée, ça va être de faire un point sur toute ta carrière qui est incroyable, toutes les milestones, un peu les grandes étapes qui t'ont amené jusque dans les étoiles, mais aussi l'après de cette carrière. J'ai envie de commencer juste par une question simple. Peux-tu te présenter succinctement ? Très heureuse de passer ce moment avec vous tous. Donc, je suis Claudie Aigneret. De formation, je suis médecin rhumatologue et spécialiste en médecine et traumatologie du sport. Et j'ai eu la chance de devenir une astronaute, d'abord du CNES, l'agence française, puis j'ai rejoint l'agence spatiale européenne, donc faisant partie du corps européen des astronautes, et ayant eu la chance de réaliser 2 missions spatiales, dont 2 stations spatiales différentes, la station Mir en 1996 et la station spatiale internationale en 2001. À la suite de ces 2 missions, voilà un peu un changement de vie dans le parcours, puisque j'ai accepté des responsabilités ministérielles. C'était la présidence de Jacques Chirac et le Premier ministre était Jean-Pierre Raffarin. J'ai rejoint le gouvernement pour être d'abord ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies et ensuite ministre aux Affaires européennes. Après ces expériences ministérielles, j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne pour travailler sur la politique spatiale européenne, donc espace et Europe, comme mes 2 piliers forts. Et à un moment donné, je me suis investie dans quelque chose d'un peu différent, mais toujours sciences et techniques, la culture scientifique et technique, en prenant la responsabilité des 2 grands musées de sciences parisiens, le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie, que nous avons regroupés dans un établissement public unique qui s'appelle Univers Sciences, et où j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans ce champ de l'éducation aux sciences et aux technologies. Pour ensuite revenir à l'Agence spatiale européenne, et cette fois-ci avec une vision à un petit peu plus long terme, moyen terme, disons, comment envisager de construire un village sur la Lune ?
Et j'en suis là. Ça fait déjà 14 vies à peu près en une. Ça en fait 7. La liste est longue de ces expériences hors du commun. On va essayer d'aborder un maximum toutes ces différentes expériences. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir un petit peu sur la Claudie enfant. Savoir quel type d'enfant tu étais, un petit peu dans quel univers tu as grandi, que faisaient tes parents. J'étais une petite fille avec une enfance très heureuse, entourée d'un frère plus jeune et d'une sœur plus âgée, en province, en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Une petite fille, je dirais, peut-être un peu garçon manqué, si ça veut dire quelque chose, en tout cas très curieuse, déjà un peu exploratrice, posant sans arrêt des questions et essayant d'en connaître toujours plus. Mais une petite fille qui aimait beaucoup la nature, parce que j'ai eu la chance de vivre dans un milieu proche de la nature, mais aussi très travailleuse. Et c'est vrai que voilà, l'école, ça m'intéressait, quelle que soit la discipline, que ce soit du latin, du grec, des mathématiques. Une sportive aussi, parce que j'étais gymnaste. Avec comme agrès? Voilà, un bon niveau de compétition. Alors, gymnastique avec les 4 agrès, peut-être une petite préférence pour les exercices à la poutre. Voilà. Et avec des parents sportifs, l'un et l'autre, des rugbyman, basketteurs, fréquentaient beaucoup les terrains de rugby pendant les week-ends, si on n'était pas en compétition de gymnastique. Et puis un père ingénieur se déplaçant beaucoup, qui m'a donné peut-être un peu cette ouverture sur les langues étrangères, les cultures d'ailleurs. C'était quelque chose qui était important, qui nous prenait par la main pour aller au moins une fois par mois, aller assister à ce qu'on appelait les connaissances du monde à l'époque, dans les maisons des arts et de la culture qui avaient été installées en région. Et c'était des conférences avec des projections de films des grands explorateurs. Donc moi j'ai baigné avec Cousteau, avec Arun Taziev, voilà, tous ces grands explorateurs. Et c'était quelque chose qui m'a passionnée. Je disais travailleuse à l'école et donc réussissant bien, lisant beaucoup. Alors c'est vrai que voilà, j'étais une petite fille lectrice, hein, à la fois curieuse exploratrice de la nature, mais lectrice de romans, de livres d'aventure. Beaucoup de livres d'aventure, je veux dire. Alors, les aventures classiques au début, et puis après, à un moment de ma vie, quand j'avais 12 ans, j'ai la chance de faire partie de cette génération Apollo. Donc voilà, Apollo, juillet 69, j'avais 12 ans. Et j'ai été passionnée, étonnée, fascinée par ce moment magique du premier pas de l'homme sur la Lune. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai élargi le champ des documentaires et de l'aventure scientifique ou d'exploration pour aller jusqu'à la science-fiction. Et là, j'ai plongé dans Asimov, voilà. Et ce qui a nourri mon imagination et qui a sûrement continué à maintenir un petit peu ces étoiles dans ma tête d'enfant jusqu'à l'adolescence et plus tard. Alors, à quel moment tu te dis je veux devenir astronaute? Est-ce que c'est à l'âge de 12 ans quand tu vois la mission Apollo à la télé, ou est-ce que c'est plus tard où tu t'es dit bon, ça c'est un rêve, mais faut peut-être que je fasse autre chose, c'est pas sérieux. Enfin, est-ce que voilà, c'est depuis ce jour-là, à 12 ans, tu te dis ok, je veux faire astronaute, à partir de là, tu organises un petit peu tes études, etc. autour de cet objectif, ou est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête et qui va revenir un peu plus tard seulement? En ce mois de juillet 69, je pense que la graine du rêve et du possible, en fait, s'est implantée dans mon cerveau d'enfant. Ça a nourri donc imagination, lecture, mais à l'époque et aujourd'hui encore, il n'existe pas d'école d'astronaute. Donc non, ça ne faisait pas partie des plans. Je n'avais pas décidé de devenir astronaute à cet âge-là. J'ai décidé par contre de continuer le sport, même en hésitant à devenir professeur d'éducation physique. Et puis j'ai choisi la médecine où ça a très bien marché, en me spécialisant quand même dans des domaines qui étaient proches du fonctionnement du corps, puisque je suis devenue rhumatologue et traumato-sportif.
Donc voilà, des sujets qui m'intéressaient. Également aussi une spécialité en médecine aérospatiale. Alors c'était pas calculé, c'était plutôt parce que j'étais environnée d'amis qui faisaient de l'avion, voilà. Et par contre tout ça, ça m'a donné suffisamment d'audace à un moment particulier de ma vie, alors que je travaillais comme rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, une petite annonce du Centre national d'études spatiales, le CNES, affichée dans le couloir de l'hôpital, recherchant des astronautes scientifiques pour mener à bien des programmes scientifiques à bord de stations spatiales. Et là, il était clair, il était évident pour moi, sans doute la petite lumière s'est mise à clignoter très fort, que c'était pour moi et qu'il fallait que je tente, ce que j'ai fait. C'était le moment. Alors du coup, cet appel à personne, entre guillemets je dirais, cet appel à candidature, ça consiste en quoi? C'est pour un poste en particulier? C'est vraiment pour devenir astronaute? La sélection, enfin l'appel à candidature que le CNES a lancé en 1985 comportait deux types de profils. Des profils assez classiques, militaires, puis plutôt pilote de chasse, pilote d'essai, et puis donc un profil civil plus ouvert à la recherche, à la médecine et aux expérimentations scientifiques. J'ai candidaté, bien évidemment, dans ce cadre-là. Et il y a eu 1000 candidats qui ont souhaité participer à la sélection. Un processus de sélection bien évidemment très long, qui a pris des mois, avec des tests physiques, des tests psychologiques, des tests physiologiques, des entretiens, des interviews. C'est combien de temps à peu près tous ces tests Ces tests se sont poursuivis, je pense, sur plus de 6 mois. D'accord. Et en septembre 85, l'annonce de sélection parmi ces 1000 candidats de 7 heureux candidats astronautes, qui n'étaient pas encore astronautes assignés à une mission, mais 7 candidats qui avaient donc toutes leurs chances de vivre cette aventure et d'aller au bout de leurs rêves. J'en faisais partie. D'accord. Alors parmi ces 7-là, il y avait d'autres astronautes qui sont partis plus tard avec toi ou Alors parmi cette sélection des 7 astronautes, déjà j'avais le privilège d'être la seule femme dans l'équipe des 7 astronautes, à partir de 10% de candidatures féminines dans l'ensemble des postulants en 1985. Et parmi ces 7, tous n'ont pas volé. Parce que quand on est candidat astronaute, il y a des choses qui peuvent arriver sur le chemin, le parcours, et faire qu'on ne va pas jusqu'au bout du parcours. Ça a été le cas pour 2 de mes collègues, un autre médecin, ingénieur, et un vétérinaire, voilà, qui eux ne sont pas partis. Par contre, tous les autres, on a eu la chance de pouvoir réaliser en général plusieurs missions. D'accord. Alors tu parlais du taux de candidature de femmes qui était seulement de 10%, et je t'ai entendu dire récemment qu'aujourd'hui il était à peu près pareil. C'était à peu près toujours seulement 10% de femmes qui candidataient. Est-ce que tu as eu une idée de peut-être pourquoi et peut-être comment on pourrait plus essayer de donner envie encore plus aux femmes de postuler à ces postes-là? Alors c'est vrai que pouvoir se présenter sur une estrade dans une école, dans une université, en étant une femme astronaute, ça permet d'incarner, d'inspirer un petit peu sur des possibilités de carrière qu'une jeune fille, une enfant n'aurait pas imaginé. Donc je joue très volontiers ce rôle, et je pense que c'est important d'avoir, non pas des modèles, mais en tout cas des exemples inspirants pour ouvrir les possibles. Si on considère en nombre cumulé d'astronautes, je crois qu'on est à peu près 570 astronautes dans le monde aujourd'hui, un petit peu plus, et seulement 60 femmes, ce qui veut dire qu'on reste encore dans ces 10% que j'ai évoqués précédemment. La sélection de l'Agence spatiale européenne, dont est issu Thomas Pesquet, que tout le monde connaît, a eu lieu en 2008, et là encore, c'était 15-16% de candidatures féminines, donc ça n'avait pas vraiment progressé. Ce qui est le cas d'ailleurs dans d'autres métiers, des métiers de l'ingénierie, les métiers du numérique, où on sait aujourd'hui que la diversité, la mixité n'est pas suffisamment présente, alors que c'est essentiel. Il semblerait
qu'il faille incarner un petit peu ses parcours de vie, montrer en quoi ça correspond, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est qu'une carrière. Il n'y a pas seulement les 15 jours de mission ou les 6 mois de mission, il y a des tas de choses qui sont réalisées avec ces profils dans ces carrières. Donc il faut les raconter, il faut les faire vivre de l'intérieur. Et cette notion de transmission, de partage et d'inspiration est quelque chose qui me motive très, très fortement. D'ailleurs, autant pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles, mais ça, peut-être, ça facilite à avoir un peu plus confiance en soi quand on s'adresse aux jeunes filles comme ça. Je pense que les choses bougent un petit peu aujourd'hui. Et comme exemple tout récent, puisqu'on prépare des missions internationales vers la Lune, dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, le groupe d'astronautes américains sélectionnés pour ces missions lunaires, qui vient tout récemment d'être annoncé, comporte 18 astronautes. Et là, c'est une parité parfaite, puisqu'il y a 9 jeunes femmes et 9 astronautes masculins qui seront les candidats à ces prochaines missions lunaires. Donc ça bouge, mais il faut rester motivé, présent, casser encore des stéréotypes, des clichés, accompagner la curiosité, parce que la curiosité peut s'effondrer au fur et à mesure de l'adolescence, on va se consacrer à d'autres choses. Donc il faut maintenir la flamme, et puis parfois il faut donner la main, tendre la main, puis accompagner un petit peu sur le chemin, ce que je fais volontiers aussi. D'accord. Alors, dans ton parcours, justement, donc, une fois que tu fais partie de ces 7 astronautes potentiels, donc il va y avoir un programme de formation. Comment ça se passe, en fait, une fois qu'on te dit vous avez réussi les tests, bienvenue, entre guillemets, dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite ? Voilà, sélection en 1985. Ma première mission spatiale, c'est 1996, donc 11 années après la sélection. Bon, c'est pour évoquer un petit peu ce parcours entre la figure de candidat, la figure d'astronaute assigné à une mission. Non, c'est important de préciser que voilà, c'est pas parce qu'on réussit le concours qu'on va tout de suite, on a son ticket pour l'espace, qu'il y a... Quand on est sélectionné candidat astronaute, c'est pas pour tout ça qu'on deviendra astronaute et qu'on volera pour une mission. Le chemin est un petit peu long, il faut de la patience, de la persévérance et beaucoup de travail. Il faut aussi se donner toutes les chances. On a déjà eu la chance d'être sélectionné dans une sélection difficile, mais ensuite il faut continuer à entretenir cette chance. Et pour ma part, j'ai choisi d'accumuler ce que je considérais comme étant des atouts pour être celle qui serait assignée à une mission spatiale. Les atouts pour moi, sélectionnée comme candidate scientifique, c'était d'être vraiment une scientifique. Donc j'étais médecin spécialiste et j'ai fait une thèse de sciences. Je suis devenue doctoresse sciences en neurosciences en choisissant un laboratoire qui travaillait dans le domaine de la microgravité et des expériences dans les stations spatiales. Donc voilà, entrer déjà par sa formation dans un milieu avec les coopérations internationales pour, de façon un petit peu provoquée, devenir la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec les bons outils. Parce qu'il y avait un besoin spécifique sur ce domaine-là. Les missions spatiales, au départ, étaient quand même essentiellement très opérationnelles, systèmes complexes, donc c'était plutôt des profils de militaires et de pilotes qui étaient les premiers profils sélectionnés. Puis quand on est venu à l'assemblage de stations et des laboratoires en orbite, bien évidemment, c'est l'utilisation de ces stations, la coopération internationale sur des programmes scientifiques, sur des programmes technologiques. Donc les profils de chercheurs et d'ingénieurs sont devenus les profils recherchés. Donc voilà, l'ouverture, la compréhension de démarches scientifiques ou de démarches de qualité, d'ingénierie opérationnelle, ça commençait à devenir des points importants. Donc cumuler les atouts sur ces domaines était une chance de plus de pouvoir intégrer un équipage, ce qui a été le cas pour moi. Et je suis partie à l'entraînement en 92, d'abord comme étant astronaute doublure, backup, pour une première mission. Qu'est-ce qu'on appelle une astronaute doublure backup, justement ? Dans tous les systèmes, je pense encore aujourd'hui, quel que soit le pays qui envoie les astronautes dans l'espace, on prépare 2 équipages pour une mission spatiale.
Une mission spatiale, c'est des dizaines, voire centaines d'ingénieurs et de scientifiques qui portent toute la préparation de la mission. Ce sont des coûts importants, des opérations complexes, donc il faut que l'équipage puisse partir au moment où il est prévu qu'il parte. Donc on prépare toujours un équipage backup en cas de problème avant la mission. Et cet équipage a exactement le même niveau de formation que l'équipage numéro 1. Voilà. Et j'avais imaginé, et c'est ce qui s'est passé, qu'en étant un équipage backup tout à fait prêt, et ayant démontré toute la compétence et l'expertise dans tous les examens et tout ce qui était nécessaire pour la formation, et ben voilà, de backup, on devient numéro 1 pour le vol suivant. C'est ce qui s'est passé, à 2 reprises pour moi. Donc 2 fois doublure et 2 fois numéro 1. D'accord. Alors, quelles étaient justement les recherches, toi, que tu faisais et ce que ensuite tu as pu mener comme travail dans l'espace? Est-ce que tu as été donc spécialisé, tu me disais, sur la microgravité? Les expériences, les programmes d'expérience dans les laboratoires en orbite sont effectivement principalement dédiés à ce paramètre qui est l'absence de gravité pratiquement complète, la microgravité. Et ça couvre un domaine de recherche qui est très large. Ça peut être une recherche dans le domaine des sciences du vivant, la biologie, la physiologie, voire la médecine par rapport à un humain, ou la biologie animale ou végétale. Comment ça se passe quand il n'y a plus de gravité. Et ça peut être aussi tous les domaines de physique, des fluides, de la combustion, des alliages. Donc ces domaines-là sont essentiels. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est la technologie, le développement de structures complexes qui vont se déployer, comment elles vont se déployer en absence de gravité. Donc en fait, le programme expérimental est assez large. Et c'est un petit peu la caractéristique de l'astronaute. Il a un élément cœur de sa formation. Pour moi, c'était la médecine et la recherche. Pour d'autres, c'était le pilotage, la robotique ou d'autres éléments. Mais on apprend à devenir un peu multitâche. Oui. Ma première mission était une mission où j'avais essentiellement le rôle de coordination du programme scientifique, mais sur l'ensemble des disciplines couvertes, que ce soit de la physique, de la physiologie, voire de la technologie. Et ma seconde mission, j'ai acquis en complément une formation d'ingénieur sur ces systèmes complexes. Donc j'étais responsable d'une partie du vaisseau spatial et puis de la maintenance et de l'exploitation de la station. Donc on devient multitâche, opérationnel de systèmes complexes, mais ça c'est avec un entraînement important, beaucoup de travail, beaucoup de simulateurs et du travail d'équipage qu'on apprend à vivre dans sa plénitude. Donc en parlant de préparation, tu as vécu donc, avec ton mari en Russie pendant plus de 10 ans, j'ai cru comprendre. 10 ans. 10 ans. Alors, comment se fait-il que, donc, quand on est un astronaute français ou européen, du coup, on aille en Russie pendant autant de temps pour préparer en fait, une mission? Est-ce que tu peux nous en dire plus J'ai eu la chance de faire 2 missions spatiales et à chaque fois, c'est des missions pour rejoindre des stations en orbite. Donc d'abord la station Mir, ancienne station soviétique en 1996, qui était devenue une station russe, puis la station spatiale internationale en 2001. Les 2 fois avec le système russe, la fusée Soyouz et la capsule Soyouz, pour rejoindre la station. Donc tout mon entraînement s'est passé en Russie, avec effectivement entre 1992, début d'entraînement, et 2001, ma seconde mission spatiale, 9 ans passés en Russie. Alors pas complètement, parce que bien évidemment, il y avait des retours vers l'Europe. Et puis pour la Station spatiale internationale, une partie de l'entraînement qui se faisait côté américain, puisque système d'urgence, dépressurisation, contrôle du feu, des choses comme ça, il faut bien connaître tous les segments et la façon de travailler dans les 2 domaines, donc la possibilité d'aller aux États-Unis. C'est d'ailleurs une caractéristique qui est beaucoup plus développée chez les astronautes aujourd'hui, de la génération actuelle, je dirais les astronautes du 21e siècle, qu'on connaît, très jeunes aujourd'hui, qui répartissent leur entraînement entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, Agence spatiale européenne, avec son centre d'entraînement en Allemagne, le Japon et le Canada, les partenaires de la Station spatiale internationale, et même la Chine, bien évidemment, aujourd'hui, qui a une ambition spatiale importante.
Donc à mon époque, c'était plutôt russe, mais j'ai eu beaucoup de bonheur à vivre cette culture, cette concordance des ambitions et des projets communs. Et c'est important, et ce qui m'amène souvent à parler et à témoigner de l'importance de la diversité. Oui, alors justement, est-ce que d'un point de vue culturel, par exemple, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui était différent, que ce soit dans le moyen de communiquer ou dans les processus ou dans la mentalité, par exemple, entre une équipe européenne, par exemple, et une équipe en Russie? Quand j'évoque la diversité, bon, bien évidemment, étant une femme, j'évoque la diversité de genre, c'est un point important, et c'est vrai qu'il y avait très peu de femmes à l'entraînement à la Cité des Étoiles à cette époque, nous n'étions que deux. J'évoque aussi la diversité culturelle, j'ai eu la chance de vivre une aventure humaine extraordinaire, et j'aime en témoigner, partant pratiquement de l'Union soviétique autour des années 92 pour arriver petit à petit à des projets de coopération entre France, Europe, Russie et États-Unis jusqu'à la Station spatiale internationale, donc une diversité culturelle importante, culturelle aussi au niveau des opérations et de l'ingénierie bien évidemment, comment travailler ensemble. Une diversité parce qu'on pouvait côtoyer des pilotes militaires d'horizons différents, des chercheurs, des ingénieurs, là aussi de disciplines et de domaines différents. Et puis une diversité d'âge, puisque bien évidemment parfois vous aviez la chance de vous entraîner, de vivre avec des vétérans qui avaient déjà plusieurs missions spatiales. J'ai eu la chance de vivre tout près d'Alexis Leonov et Valentina Tereshkova, qui faisaient partie de mes héros. J'ai vécu des années auprès de mes héros. Et puis de vivre aussi avec des tout jeunes qui en étaient des rookies à leurs premiers vols spatiaux. Donc tous ces éléments de diversité sont quelque chose qui enrichissent considérablement l'expérience de vie et qui font qu'une exploration, une aventure scientifique et technique, c'est aussi une aventure humaine, et c'est comme ça qu'elle est pleine de succès. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des comment dirais-je, des surprises, des points d'étonnement justement entre, par exemple, voilà, je sais pas, un laboratoire russe, un laboratoire européen. Est-ce que, par exemple, c'est une question toute bête, mais est-ce qu'il faut savoir parler russe pour, par exemple, conduire le Soyouz, par exemple? L'entraînement et la préparation, effectivement, pour moi, c'est passé complètement en russe. Donc là, le russe était la langue de travail. Aujourd'hui, c'est le russe et l'anglais qui sont les deux langues à bord de la Station spatiale internationale. Mais cette diversité, cette richesse de vivre et travailler dans une culture différente, elle veut dire que c'est pas simplement vivre à côté de l'autre. Pour moi, quand je dis diversité, ça veut dire vraiment quelque chose qui est inclusif. On fait équipe ensemble et on constitue un équipage interculturel et qui a pour objectif de réussir sa mission. Donc une diversité inclusive. Et je dirais que ça va même au-delà. Ça va avec de l'hybridation. C'est-à-dire qu'on transforme sa propre culture pour intégrer des éléments de la culture de l'autre et en faire une culture qui est plus adaptée, voire plus résiliente en cas de pépin. Tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, dans ton cas, toi, sous quelle forme ça a pu prendre? Préparer des procédures conjointes entre Européens et Russes ou Américains pour la station spatiale, ça veut dire déjà avoir un langage commun, et c'est pas simplement de connaître le mot russe, ça veut dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot qu'on exprime. Donc trouver un langage commun, c'est essentiel. Signifie exactement la même chose d'une nationalité à une autre. Voilà, et culturellement, voir ce que ça implique en termes d'opération, en termes de sous-entendu par rapport à du passé. Donc cette notion de langage commun, elle va bien au-delà de simplement la langue à posséder. C'est de la culture à partager. Et ça, c'est important quand on est dans un environnement complexe, sous contrainte, avec des risques, des décisions à prendre, avec de l'agilité, la nécessité d'aller vite parfois, parce que quelque chose est une situation d'urgence, et que là, il faut vraiment que cet équipage puisse prendre ensemble une décision qui va lui permettre de se sortir de la situation de risque, de bien gérer ce risque. Et ça passe par, au-delà du langage, une compréhension, un vécu partagé.
Et c'est là que tout ce long temps d'entraînement, cet esprit d'équipe, d'équipage, cette compréhension mutuelle est pour moi indispensable. Et même si on est bien préparé, même s'il y a une longue expérience de vol, j'ai retenu une chose de mon expérience d'entraînement avec les Russes. C'est une phrase que nous disaient nos entraîneurs après les simulateurs. Всё будет не так. Ce qui veut dire en russe que bravo, vous avez bien réussi, mais de toute façon, ça ne sera pas comme vous venez de le répéter en simulateur et tout. Et ça, c'est une leçon à la fois d'humilité et une leçon de la confiance pour réussir, pour avancer. Il faut savoir compter sur les autres, être soi-même au maximum et à l'optimum de son expertise et de ses compétences, mais de savoir qu'on est aussi en équipe pour réussir ensemble, parce que les situations ne seront pas exactement celles qu'on a déjà répétées. Concrètement, en août 1996, donc tu réalises ta première mission spatiale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on ressent en fait dans peut-être les heures juste avant et au moment du décollage, et la première je dirais, relation qu'on a avec l'apesanteur, un peu tout cet inconnu pour le commun des mortels, je dirais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Première mission spatiale, 96, donc 11 années après la sélection, beaucoup d'impatience à vivre ce moment-là, beaucoup de choses imaginées, et voilà, installé sur la fusée, la mise à feu, 8 minutes 45, et on est en orbite après les 3 étages de propulsion, et on arrive en microgravité, et tout ça jusqu'à l'amarrage et l'entrée dans la Station spatiale internationale. Je me disais, j'ai rêvé, mais la réalité est encore plus belle que mon rêve. Et ça, c'est formidable. Première sensation, ce corps libre, qui n'a plus de poids, qui est en microgravité, le free floating, qui utilise les 3 dimensions de l'espace. Alors c'est vrai que pour un médecin, gymnaste, spécialiste du sport, cette capacité d'utiliser son corps et capacité d'adaptation, c'est quelque chose de fascinant, d'étonnant, je dirais même un peu magique et merveilleux. Et voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai essayé beaucoup de voir comment mon corps fonctionnait et comment ses capacités révélaient des choses un petit peu inconnues ou contraintes, en tout cas, au-delà des expériences scientifiques que j'allais avoir à mener pendant toute ma mission spatiale. Déjà essayer de percevoir pour pouvoir ensuite transmettre et expliquer. Donc ça, c'est physiquement ce qu'on ressent. Je le raconte aujourd'hui comme quelque chose de exclusivement positif et magnifique. Bien évidemment, les 24 premières heures sont un petit peu inconfortables. Il faut que vous passiez de l'espace. Voilà, la dimension, deux dimensions terrestres à la 3e dimension, au volume, à reprendre des références cognitives qui rendent un peu inconfortable, je dirais. J'ai la chance de ne pas souffrir de mal de l'espace, mais il faut s'habituer, s'orienter, voilà, se mettre dans les conditions de travailler et vivre de la façon optimale. Ensuite, oui, on va jeter un œil par le hublot du vaisseau Soyouz, puis le hublot de la station spatiale qu'on aura rejoint, parce qu'on est en orbite à 400 km de la Terre et qu'on voit un tiers de Terre par le hublot, qu'on la voit, cette planète magnifique, à la fois si belle et si fragile, puisqu'on voit bien la très très mince pellicule d'atmosphère qui permet à la vie de s'y être installée et d'y survivre, et puis autour ce cosmos noir, mystérieux, plutôt hostile et qui n'apportera pas d'aide à cette planète porteuse de vie. Donc on a cette conscience de fragilité, de beauté, de vulnérabilité, ce qu'on appelle pour les astronautes l'overview effect, cette fascination de voir tant de beauté, cette vulnérabilité, cette
connexion de tous les éléments, à la fois chaque humain l'un avec l'autre, puisqu'il n'y a pas de frontières à découvrir depuis l'espace, et puis aussi cette connexion de l'homme avec la nature, avec les éléments naturels, avec tout ce qui peut se produire sur cette planète. Et je pense que cette image-là, ça m'a transformée. Et un vol spatial, une aventure spatiale, c'est une aventure profondément transformative, je dirais. C'est quelque chose que j'essaie de transmettre au retour aussi, et qui a sûrement changé la façon dont j'essaie de vivre aujourd'hui au quotidien, en essayant d'avoir toujours à l'esprit ces enjeux globaux, cette responsabilité, cette interconnexion, l'intégration de phénomènes sur lesquels on peut avoir un effet et puis d'autres qui nous sont imposés et avec lesquels il faut composer, en essayant de se projeter comme un acteur responsable. On a un rôle à jouer individuellement et collectivement, et cet overview effect nous plonge un petit peu dans ce sujet-là, et d'essayer de penser le temps long aussi. Et quand on admire cette planète, eh bien, on pense à son histoire même carrément dans le système solaire, ce qui nous fait revenir à notre condition d'humain un peu isolé, mais responsable du devenir de nos civilisations. Donc voilà, cet overview effect, j'aime en parler, j'aime le mettre au service de ma conduite, puis un petit peu des choses qui sont essentielles pour moi. Comment éduquer nos enfants, parce qu'on dit souvent mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants quand on voit la beauté de cette planète, et moi je dis souvent mais quels enfants allons-nous laisser à la planète, parce qu'il faut les éduquer, les amener, les accompagner pour que cette responsabilité qui nous a sauté aux yeux en regardant par le hublot, elle puisse se traduire par des actions pour le meilleur. Comment ça s'est traduit, par exemple, toi avec ta fille, par exemple? Est-ce que tu parles de ces sujets-là, ça t'impactait vraiment, et tu essayes de transmettre cette responsabilité? Oui, quand les astronautes reviennent de mission, c'est vrai que voilà, on a tous quelque chose à transmettre, on a envie de partager. On est immensément privilégiés d'avoir vécu, donc notre rôle est aussi dans le partage, la transmission, l'inspiration, la motivation, l'attractivité pour des métiers, pour le futur, pour ce qu'on peut y faire. Donc on est très souvent dans les écoles, dans les universités, pour évoquer ces éléments-là. Alors on le fait avec ce qui correspond le plus à nos personnalités. Pour certaines, ça sera davantage le développement durable, la préservation de la planète. Pour d'autres, et c'est un peu mon cas, c'est davantage l'éducation, ouvrir les possibles, donner envie de regarder au-delà de l'horizon, pour même envisager de trouver des solutions. Comme je dis souvent, pas seulement out of the box, mais out of the atmosphere. Penser plus loin, regarder différemment, changer de regard peut nous permettre de trouver des solutions nouvelles. Moi, c'est tout ça ce que j'ai envie de transmettre aux enfants, aux plus jeunes, et puis aux adultes, bien évidemment. Donc, c'est vrai que la réflexion éthique, notre responsabilité par rapport à nos actions, c'est quelque chose qui est un pilier fort de ma vie et que j'essaie de transmettre et de faire partager. D'accord. Il y a alors ce premier vol, il dure 16 jours. Cette station, ça fait combien de mètres carrés, cette station spatiale, la première, la station Mir? On est entre guillemets confiné dans un espace qui a quel volume, pour essayer de se rendre compte un petit peu du contexte dans lequel on doit vivre pendant 15 jours non-stop? La station Mir, dans laquelle j'ai volé en 96, était déjà en orbite depuis près de 10 ans. C'était un assemblage de plusieurs modules. C'était une grosse station. On ne parle pas en mètres carrés, on parle en volume. Alors, je ne sais plus le volume exact, mais on était au-delà de 200 mètres cubes. Et il y avait beaucoup de place pour y vivre et y travailler avec différents modules. La seconde mission à bord de la Station spatiale internationale, en 2001, on était au tout début
de l'assemblage de la station spatiale. Quand vous la voyez aujourd'hui, vous pouvez même la voir comme un des éléments les plus brillants dans le ciel quand elle fait des passages au-dessus de nos horizons. Elle était à cette époque-là composée de simplement 2 modules, un module américain et un module russe, et puis un nœud de jonction et un nœud de préparation aux sorties extravéhiculaires. Là, c'était un volume très très restreint. Aujourd'hui, c'est une immense infrastructure avec de multiples laboratoires, dont un laboratoire européen, le laboratoire Columbus, et avec une réelle possibilité d'y faire un travail scientifique avec des blocs expérimentaux, ce qu'on appelle des racks, qui sont très, très sophistiqués, avec lesquels on peut interagir avec le sol. On peut faire aujourd'hui des expériences qu'on réalise dans des laboratoires au sol, sur l'ADN ou sur de la physique des fluides ou des plasmas, avec vraiment une possibilité de travailler d'une façon très très scientifique, avec une démarche rigoureuse. Moi, j'évoque souvent le fait qu'à l'époque où j'ai volé, soit parce que on était en 1996, à la fin du XXe siècle, où on était dans un environnement de taille, de volume réduit, je faisais plutôt de la science en camping. Voilà. C'est-à-dire, je sortais mon bloc expérimental, le temps de faire la manip et de la faire avec mes collègues qui étaient impliqués dans la réalisation. Puis ensuite, on rangeait tout ça pour avoir la capacité d'assurer la maintenance de la station, le système de ventilation, d'électrolyse de l'eau et des vérifications, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Et je suis très fière d'avoir participé d'ailleurs un peu à l'évolution de tout ça, puisqu'un astronaute, il n'est pas sans arrêt en vol, bien sûr. Entre ces missions, il y a des parties d'entraînement et puis il y a des parties de contribution à la préparation du futur. Et un ingénieur scientifique, par exemple, devient à un moment donné un ingénieur d'essai pour développer des laboratoires plus performants pour la suite. C'est quelque chose qui est aussi tout à fait passionnant dans nos carrières. Alors, quelle a été peut-être ta contribution justement entre ce premier et ce deuxième voyage ? Est-ce que tu as contribué peut-être justement à l'amélioration de cette station spatiale internationale ou oui, la deuxième mission en 2001, c'est vrai qu'avant ça, j'ai interagi effectivement avec des industriels du spatial pour améliorer des laboratoires qui ont été embarqués. J'ai eu la chance de vivre cette coopération internationale entre 5 partenaires, puisque la Station spatiale internationale, c'était autre chose que du franco-russe ou du soviétique. Donc ça, c'était une expérience intéressante. Et ayant eu des entraînements successifs, ayant acquis en moi-même la confiance de ce que j'étais capable de faire et de dépasser ce que je connaissais déjà, donc d'aller au-delà de ma formation de médecin ou de chercheur, et puis le fait que mes collègues, entraîneurs, avaient confiance en moi et en ma capacité à faire, j'ai été autorisée à passer des formations complémentaires. Donc je suis devenue un ingénieur de mission, et ma deuxième mission spatiale, je n'étais non plus en place droite, qui est celle du cosmonaute expérimentateur scientifique. Ma deuxième mission, j'étais en place gauche, celle de l'ingénieur de bord du vaisseau de la station. Donc avec cette possibilité d'être opérationnel, multitâche, à la fois sur la programmation scientifique et les expériences, mais également aussi sur la maintenance et l'utilisation de la station, l'amarrage du vaisseau, enfin tout ce qu'un astronaute aura à faire pour que tout se passe bien. Et alors, dans cet entraînement, je sais qu'à chaque fois on vous prépare entre guillemets au pire, avec des séries de tests en conditions où vous avez un problème, puis un autre, pour vous préparer au pire. Est-ce que justement, dans ces 2 voyages, tout s'est toujours passé comme prévu, ou justement c'est régulier de faire face à des imprévus, et où il faut réagir vite en tant qu'astronaute parce qu'il y a un gros risque? Est-ce que peut-être tu as vécu des situations comme ça où effectivement, comme vu à l'entraînement, ça s'est pas passé comme prévu et il a fallu réagir, suivre certaines procédures pour éviter de mettre le vaisseau ou la vie des astronautes en danger, par exemple? Alors, comme je l'ai déjà dit, la réalité était encore plus belle que mon rêve et le vol spatial était plus facile que l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, dans le simulateur, effectivement, c'est parfois très très complexe à gérer et j'ai dû mourir plusieurs fois en simulateur.
Et j'ai eu la chance ensuite d'avoir des missions qui se sont très bien passées, sans moment d'urgence. Alors d'autres de mes collègues n'ont pas été aussi chanceux, puisqu'il y a eu des collisions avec un début de dépressurisation sur la station Mir, qu'il y a eu un feu à bord de la station Mir. Bon, moi j'ai pas vécu de moments comme ça. Ce que j'ai pu affronter, c'est des difficultés ou des choses qui n'étaient pas prévues sur des expériences scientifiques. Bon, et alors après, c'est le propre du scientifique et on a la chance de pouvoir interagir avec le sol et de se dire, bon, c'est pas ce qu'on attendait, est-ce qu'on s'est planté ou est-ce que c'est voilà, quelque chose auquel on n'avait pas pensé, une hypothèse sur laquelle elle travaillait. Et ça, c'est le bonheur du scientifique, d'aller au-delà de ce qui était prévu et de ce qu'il attendait. Ça fait partie de ce bonheur-là. Ensuite, les situations d'urgence, on y est préparé. Et mes collègues européens, par exemple, qui ont eu à vivre des moments de dépressurisation ou de feu, ont très bien su réagir. Ils étaient bien préparés. Alors, tant mieux, ça s'est bien passé. C'est quelque chose d'important de se préparer, de le répéter dans ces situations d'urgence. On a toujours la possibilité de pouvoir interagir avec le sol. Et c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui du degré d'autonomie des équipages pour les missions à venir qui seront des missions dans des destinations, ce qu'on appelle le deep space, de l'espace lointain, quand on envisage les missions lunaires et voire les missions martiennes, où bien évidemment il n'y aura pas de retour possible, désamarrage en urgence pour retour, pour ramener la capsule. Donc toutes ces problématiques sont très très intéressantes. On passe dans les années qui viennent de cette utilisation et exploitation de ce qu'on appelle l'orbite basse, à 400 km en orbite, à l'exploration de l'espace lointain. Et là, on a appris beaucoup, mais il y a encore des tas de choses qu'on ne sait pas. Et c'est là aussi où c'est passionnant pour les ingénieurs, pour les scientifiques, même pour la façon d'organiser le travail, de s'imaginer ces éléments. Et j'ai eu grand plaisir à travailler pendant plusieurs années sur le village lunaire, par exemple. Installer un village, des infrastructures sur la Lune pour y vivre, y travailler, communiquer, changer un petit peu ce paysage d'une magnifique désolation, comme l'avaient appelé les premiers astronautes lunaires, et en faire un endroit où des équipages seront présents en permanence. Et alors ça, ce projet-là, aujourd'hui, on en est où, pardon, c'est une hypothèse qui n'a pas été travaillée, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui devient très sérieux ? Aujourd'hui, il y a une stratégie dans ce qui concerne l'exploration habitée, parce que le spatial est un milieu absolument extraordinaire avec des enjeux multiples, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux géopolitiques, voire des enjeux même de défense et de sécurité, des enjeux scientifiques, et puis ceux de l'exploration habitée. On est aujourd'hui dans une période tout à fait passionnante où on a appelé un new space, nouvel environnement, nouveaux acteurs, nouvelle façon d'envisager l'avenir. Et on est vraiment sur le chemin d'un retour vers la Lune. Il y a eu les missions Apollo entre 1969 et 1972, avec la plus longue durée, était une durée de 3 jours sur la Lune. Aujourd'hui, on envisage des infrastructures permanentes et des équipages qui resteront pendant des durées plus prolongées. Tout cela pour préparer aussi l'avenir de l'exploration, cet espace lointain. On a déjà évoqué Mars, mais c'est une réalité. C'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. On est en train d'avoir des sondes qui sont des scouts qui préparent l'arrivée des humains. On réfléchit sur comment utiliser les ressources in situ sur la Lune, le régolithe, les eaux glacées, de façon à avoir de l'oxygène et commencer à pouvoir une forme d'autonomie. Comment construire, comment communiquer, comment stocker de l'énergie et avoir de l'énergie pour travailler. Donc des problématiques qui vont au-delà de l'intérêt scientifique, au-delà de la prouesse technologique, qui sont même pensées une économie, une société, une gouvernance, des standards, une coordination. Ce sujet, ce concept du village lunaire est quelque chose qui nous permet de changer de regard, même par rapport à nos enjeux au sol. C'est un peu la création d'un nouveau monde, en fait, une nouvelle planète. C'est pas de la terraformation, on va pas reconstruire la Terre. C'est sur un chemin d'exploration pour aller plus loin, mais un chemin qui nous oblige à être innovants et créatifs dans un environnement sous contrainte.
hostile. On est obligé de trouver des solutions qui sont éventuellement adaptables à nos enjeux terrestres. Et moi, je dis toujours aux jeunes gens qui m'interpellent sur ce sujet que viser la Lune, comme dit Oscar Wilde, on retombe toujours dans les étoiles, même si on échoue, mais viser la Lune, ça nous permet peut-être de trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées pour nos problèmes au sol. L'idée, c'est pas d'être une civilisation multiplanétaire qui va quitter sa première planète A pour aller vers une planète B ou une suivante. Non, le propos, c'est d'être sur ce chemin d'exploration et de trouver des solutions pour qu'on reste humain dans l'aventure. On n'est pas en train de se transformer. Donc, on est sur ce chemin de la Lune, dont l'homme et la femme, puisque il n'y a pas eu de femme encore qui soit allée sur la Lune. Aujourd'hui, dans les calendriers américains en particulier, la mission Artemis, c'est prévu pour 2024. Nos collègues chinois ont eux aussi un programme d'arrivée d'équipage sur la Lune avant 2030. Donc c'est aujourd'hui. Les astronautes lunaires sont déjà à l'entraînement. Et voilà, c'est tout à fait passionnant, à la fois de s'y intéresser du point de vue scientifique, du point de vue de l'ingénierie, mais aussi du point de vue juridique. Oui. Quelles sont les lois, les traités qui s'appliquent, comment on coordonne, comment on se protège. Je disais un nouveau monde. Oui, voilà, c'est qu'il y a tout à définir. En voilà, fait. Il y a beaucoup de choses à repenser, à penser et repenser. Et c'est donc un sujet, c'est une magnifique plateforme, je dirais, d'innovation et de pensée créatrice. Et on met ça sur la table, et c'est ouvert à des contributions multiples, qui ne sont pas simplement celles des gens du spatial. Et là, on est en train de parler à le non-space, ceux qui peuvent être intéressés par des aspects juridiques, des aspects d'architecture, des aspects de mobilité, d'énergie, enfin des domaines qui ne sont pas spécifiques au milieu spatial. Et ça, c'est une mine d'idées nouvelles, c'est un potentiel d'attractivité pour des jeunes qui voudraient s'orienter vers des carrières de ce type. Donc c'est un matériau passionnant pour parler d'innovation, d'ouverture d'écosystèmes, de pensée nouvelle, de changement de regard, de changement de gouvernance, de travail en équipe, de coopération, tout en ayant un esprit de compétition, en tout cas un esprit, je dirais, d'entrepreneurship lunaire qui nous fait du bien. D'accord. Donc il y a tout un nouveau monde à définir. Moi, je voulais revenir donc sur cette autre facette importante de ta vie professionnelle qui a été le poste de ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, puis ministre délégué aux affaires européennes. Alors comment on passe de astronaute à ministre? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'était un plan de carrière? Comment ça s'est passé et pourquoi l'avoir fait? Bon, bien évidemment, c'est pas du tout un plan de carrière pour les gens qui me connaissent un petit peu. Alors après, c'est pas du hasard non plus. Quand vous faites partie de ces privilégiés à vivre une aventure très particulière et la vivre avec succès à 2 reprises et donc à être la première femme française et aujourd'hui encore la seule femme française à l'avoir fait, bien évidemment, ça transforme le regard des autres sur vous et vous devenez visible et vous devenez écouté, légitime sur certains sujets. Donc c'est vrai qu'on a fait appel à moi pour ce que je pouvais apporter, ce que je représentais aussi sur le champ européen, puisque j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne en 1999. Ma seconde mission était une mission avec l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, on m'a proposé de mettre cette expertise, cette connaissance et cette audience et visibilité, je dirais, au service d'une cause.
et quelles sont les causes qui étaient celles qui pouvaient aller jusqu'au bout de ma conviction et de mon engagement. Bien évidemment, la science, la technique et l'ingénierie, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est là où j'ai envie de continuer à apporter des choses. Et puis l'Europe, parce que j'ai volé avec un drapeau européen et que je me suis entraînée dans la diversité européenne, que je sais à quel point c'est une richesse. Donc les deux responsabilités ministérielles que j'ai acceptées étaient des responsabilités d'engagement, de conviction, en se disant que, voilà, avec les équipes qui allaient m'entourer, j'allais pouvoir faire avancer les choses. Alors, c'est compliqué, c'est difficile d'être ministre et de faire avancer, transformer, accompagner des changements. On le sait bien, qu'on soit dans l'entreprise, qu'on soit dans sa vie personnelle, c'est pas toujours facile de passer d'un état d'esprit, d'une culture à quelque chose de différent. Et justement, de faire bouger les lignes quand c'est un petit peu inconfortable, de se projeter un peu plus loin. On n'a pas un entraînement aussi important que l'entraînement pour devenir astronaute, donc on est un peu jeté dans le bain rapidement. Ensuite, j'ai découvert là aussi des coéquipiers et des équipiers formidables, et ça c'est important toujours de savoir constituer autour de soi l'équipe avec les compétences, la confiance à construire, la possibilité de déléguer, parce que quand vous êtes ministre recherche, nouvelles technologies, vous ne pouvez pas être compétent sur tous les domaines dans la profondeur, donc vous êtes entouré par des équipes, des experts qui vous accompagnent et qui vous permettent de prendre les bonnes décisions, et vous avez la chance de pouvoir porter des projets ambitieux. Parfois il y a des choses qui marchent pas comme vous l'auriez imaginé. Et c'est vrai qu'en devenant ministre, j'ai pu mesurer la différence entre le pouvoir et le vouloir. Jusqu'à présent, j'avais voulu et j'avais pu. Et dans la fonction de ministre, vouloir, c'est pas toujours pouvoir, bien évidemment, mais c'est le cas dans des tas d'autres domaines de la vie. Mais j'ai eu la chance, puisque j'étais en charge de la politique spatiale, de reconstruire la filière Ariane, après l'échec d'Ariane 5 en décembre 2002. J'étais ministre de la Recherche à ce moment-là, et j'ai eu la chance de porter le projet ITER de fusion nucléaire, aujourd'hui installé à Cadarache, qui est cette énergie du soleil, l'énergie du futur. Et j'ai eu la chance de porter ces projets-là. Donc voilà, des choses qui étaient moins faciles, et puis des moments de bonheur européen d'ailleurs, puisque c'est au niveau européen qu'on a porté tous ces éléments-là. Et donc, assez naturellement, après l'expérience recherche, j'ai accepté la responsabilité de ministre en charge des affaires européennes, où là aussi, la vie, c'est à la fois des succès et puis des choses qui vous résistent. Et je suis la ministre française du non français au référendum en 2005, traité sur la constitution de l'Europe. Donc ça, je ne peux pas le mettre au crédit de mes réussites, puisque c'est pas sur ces éléments que je m'étais engagée. Mais je crois que ça a encore renforcé cette fibre européenne en moi pour parler, expliquer, faire de la pédagogie, convaincre, changer les choses qui ne vont pas, mais proposer des choses qui vont mieux. Et je suis revenue à l'Agence spatiale européenne pour poursuivre ces éléments européens. Alors pour revenir justement sur ce passage important, tu parlais de la restructuration, modification d'Ariane 5, du projet Ariane 5. Il fallait reconstruire la filière avec les différents acteurs, faire les choix, convaincre les partenaires, les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne. Alors pourquoi en fait? Parce qu'il y a eu un échec dans ce projet qui a fait que l'Europe a commencé à se désolidariser de ce projet. Non, il y a eu les lanceurs spatiaux, c'est effectivement quelque chose de très complexe. Il n'y a pas de risque zéro. Et là, il y avait eu un échec de la fusée avec un tir avec destruction de la fusée. Donc effectivement, se poser des questions
techniques, d'organisation du travail, de responsabilité. Il fallait changer des choses dans la conception, dans l'organisation, dans les coûts également. Donc il fallait remailler un petit peu. Voilà, c'est une maïeutique à la fois de gouvernance et de travail pratique qui nécessitait de reprendre des choses assez fondamentales du programme. Et c'était à la fois un enjeu de compétitivité, parce que par ailleurs, Américains, Russes, Chinois développaient des nouveaux lanceurs. Alors à cette époque-là, on ne parlait pas des lanceurs réutilisables dont on parle aujourd'hui, avec Elon Musk et la génération SpaceX hein, qu'on peut voir. Mais il fallait redonner de la confiance et de la capacité à réussir à ce qui était le pilier de notre politique d'accès à l'espace. Et l'Europe, son accès à l'espace à cette époque-là, c'était Ariane 5. Ensuite sont venus Vega, Soyouz, mais le lanceur cœur, c'était Ariane 5. On ne pouvait pas se rater. Donc c'était quelque chose d'ambitieux et passionnant à monter. D'accord. Alors il y a un autre projet que tu as porté, c'est le projet ITER. Donc ce projet-là, ça fait pas mal d'années qu'il est en cours. Est-ce que c'est un projet qui finalement va voir le jour parce que c'est un projet qui a beaucoup de retard, etc. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler globalement qu'est-ce qu'est ce projet et essayer de comprendre un petit peu aussi la difficulté de ce projet et est-ce qu'il est parti pour réussir ou est-ce qu'au contraire on est dans un projet qui est vraiment très complexe et qui a peut-être moins de chances qu'au départ de voir le jour? Parler de la fusion nucléaire et non pas de la fission, donc fusion qui permet de dégager de l'énergie, c'est ce qui se passe au cœur du Soleil, fusion d'atomes et qui va produire cette énergie qui nous donne la vie. Et c'est un projet, je pense qu'il remonte peut-être à le milieu du XXe siècle, qui est un projet pour l'humanité. C'est pas quelque chose qui peut se faire avec un seul pays. C'est des contraintes de pression, de température qui sont tout à fait considérables pour reconstituer cette marmite qui va permettre de fusionner et de libérer de l'énergie. Donc on en est aujourd'hui à une étape qui est fantastique parce qu'on a de multiples partenaires à l'international qui sont mis d'accord pour partager cette recherche sur la fusion, essayer de trouver la façon, et qui vont ensemble construire un appareillage qui est gigantesque et hyper complexe, avec un tokamak, des gros anneaux semi-conducteurs, des montées en pression, des températures de plasma tout à fait considérables à contenir. Donc c'est de la taille pour les auditeurs, c'est la taille de quoi? Ça ressemble à une centrale nucléaire, parce que tokamak, donc c'est cette espèce de partie ronde. Oui, c'est ce qui permet de maintenir dans un champ magnétique un plasma qui va pouvoir être mis à des pressions et des températures considérables. Et ça fait quoi? Ça fait la taille d'un terrain de football? Ça fait la taille de... Ah oui, il faut aller sur le site de Cadarache pour voir effectivement la construction. C'est quelque chose qui est effectivement énorme, je ne saurais pas dire, c'est bien évidemment un terrain de football, mais la caractéristique de ce projet, c'est qu'on n'en est pas à un stade d'industrialisation, bien évidemment. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire la preuve qu'on est capable d'avoir ce qu'on appelle un bilan positif, c'est-à-dire produire de l'énergie par rapport à l'énergie qu'on a mis en entrée pour la température, la pression, mais qu'on puisse... Et on n'en est pas encore là, où on est là pour des quelques millièmes de seconde. Donc ouais. On est vraiment à ces toutes premières étapes. L'installation qui va permettre de réussir à faire cette démonstration, cette preuve du concept de la fusion, est une énorme installation qui demande donc des matériaux hyper résistants, des assemblages qui viennent de tous les pays du monde qui contribuent à la construction. Donc c'est
une magnifique aventure scientifique, technologique et humaine internationale. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est quelque chose qui a un potentiel absolument extraordinaire. Ouais, si on potentiel réussit à le énergétique, faire. c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, c'est l'énergie du futur, elle est sans danger, inépuisable, propre. Et bon, on ne peut pas se permettre de pas tenter. Ouais. Donc voilà, en sachant, on est dans une phase de recherche, on n'est pas encore au démonstrateur, on est bien loin de ce qui sera l'ingénierie terminale. Et voilà, mais le chemin, il vaut le coup de tenter. Il y a un autre point important dans ta carrière qui est la gestion, la direction de ce qu'on appelle Univers Science. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette autre casquette ? Et voilà, en 2009, je me suis proposée pour regrouper 2 musées de sciences qui étaient très chers à mon cœur, à Paris, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour en faire un établissement public recevant du public, parlant de sciences, de technologie, des évolutions des façons d'apprendre, l'installation du numérique, du multimédia, et d'en faire une plateforme qui, à l'international, pouvait rayonner, sur la France entière. Ça voulait dire regrouper 2 structures qui étaient quand même fondamentalement très très différentes dans l'esprit. Pour les Parisiens qui connaissent le Palais de la Découverte et sa culture, de la médiation, de l'expérimentation, du montrer comment on fait, rentrer dans la démarche scientifique. Et la Cité des Sciences, magnifique établissement avec des expositions dans des grands volumes, des grands halls de présentation et plus en interaction avec l'innovation et l'industrie. Voilà, c'était une expérience tout à fait intéressante que de conduire ce changement et cette hybridation entre 2 cultures différentes avec des collaborateurs qui ont dû apprendre à devenir synergiques tout en gardant leur ADN, leur âme et en étant ensemble au service d'un objectif commun. Cet objectif étant celui de faire que science, technique, ingénierie fassent partie de notre culture. Réconcilier la science et la culture et faire que chacun d'entre nous, on possède des clés de compréhension pour le monde d'aujourd'hui et pour le monde de demain. Qu'on soit un petit garçon, une petite fille, allant à la cité des enfants pour jouer à construire, jouer à faire. Qu'on soit un jeune scolaire qui a besoin de compléter ce qu'on lui apprend à l'école, une éducation scolaire, et nous, on pouvait proposer ce qu'on appelle une forme d'éducation informelle, par le questionnement. On a le droit de se tromper, on a le droit de poser des questions idiotes. Comment faire des choses, créer un espace avec des imprimantes 3D, la possibilité de faire des choses, de faire du multimédia, d'interagir dans des débats avec ses professeurs en se faisant l'avocat d'une cause perdue. C'était cette façon-là de présenter la science, l'ingénierie sur 2 sites différents, donc Palais de la Découverte, Cité des Sciences. Et j'ai trouvé cette expérience absolument formidable parce que je pense que l'éducation est un des piliers de l'émancipation et du devenir de notre société. Et qu'aujourd'hui, on a des moyens considérables à notre disposition pour repenser l'éducation, les façons d'apprendre, mais qu'on a aussi des dangers considérables par rapport auxquels il faut qu'on ait une éthique, un accompagnement, un esprit critique, de façon à pouvoir garder son libre arbitre. On a tous entendu parler de tout ce qui circule comme information, qui n'est pas du tout ni connaissance ni vérité sur les réseaux sociaux, sur l'infobésité de nos écrans d'ordinateur. Donc il est encore plus essentiel, je pense, qu'on soit vraiment garant d'une éducation de qualité pour nos enfants, et puis pour tout un chacun, parce qu'un citoyen d'aujourd'hui, il ne doit pas subir. Il y a déjà plein de choses qu'on est obligé de subir dans des catastrophes naturelles ou des contraintes politiques qui font qu'on n'a pas toute sa liberté d'agir. Mais là, au moins, on peut être un acteur parce qu'on possède des clés pour entrer dans ce monde-là. Je pense que c'est une responsabilité importante à exercer. Et j'ai eu beaucoup d'honneur à le faire à la tête d'Univers Science avec des collaborateurs magnifiques et merveilleux, et de continuer à le faire sur les estrades en parlant aux plus jeunes ou aux moins jeunes. Alors,
ce parcours, là, moi, quand tu me parles de toutes ces expériences, il ressemble à une réussite du début à la fin. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours avec nos invités, d'en savoir un petit peu plus sur leurs échecs, ces moments où quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu, comme parfois on peut dire se prendre une claque, et comment on a su rebondir. Et je voulais savoir dans toutes ces différentes entreprises, ces différentes responsabilités, est-ce qu'il y a eu un ou deux moments vraiment difficiles et où justement il a fallu particulièrement t'accrocher pour rebondir malgré ce que tu as traversé? Oui, bien évidemment, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille avec uniquement des réussites, des succès. Par exemple, étant ministre en charge des affaires européenne convaincue et pratiquante, et être la ministre qui porte le nom français au référendum sur le traité européen, ça a été pour moi quand même un échec important, qui a remis en question cette façon justement de comment trouver la façon de s'adresser et d'interagir avec une audience. On a parfois l'impression d'avoir la vérité, d'avoir la conviction suffisante pour que ça infuse, que ça fasse du top-down et qu'on arrive à convaincre les récepteurs de notre message. Eh bien non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc voilà, ça vous oblige à réagir sur cette façon d'interagir, de trouver le langage commun, de vous mettre en conversation, de façon à avoir quelque chose où chacun adhère à l'évolution et au changement dans une bonne compréhension. Donc ça, c'était quelque chose d'important. J'ai pas laissé tomber l'Europe et cette façon d'entrer dans la pédagogie ou la contribution à l'idée européenne. Je l'ai fait d'autres façons. Je l'ai fait en revenant à l'Agence spatiale européenne. Je l'ai fait en travaillant aujourd'hui sur le village lunaire, en disant il faut que l'Europe s'exprime, ait une voix et une approche dans ce concert international. Donc je reste une Européenne militante, déterminée, et ça me fait du bien. Voilà, donc c'était ma façon à moi de sortir de cet échec-là, parce que j'ai eu une conviction forte, mais j'ai changé ma façon d'agir par rapport à la première façon. Et puis ensuite, à un moment donné, on peut peut-être s'épuiser un peu de quelque chose qui est routinier par rapport à ce que vous avez pu vivre, qui était excitant, fascinant, une aventure unique. Donc il y a des moments de votre vie où voilà, un petit peu une pente de désillusion, d'ennui. Et là, soit vous continuez à vous enfoncer dans le trou, soit vous vous dites, il faut que je change, il faut que je me crée une opportunité. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités qui m'ont été ouvertes, mais j'ai su aussi m'en créer, me dire, j'ai besoin de changer maintenant. Il faut que je me réengage sur autre chose, ouvrir. À quel Ce que moment j'ai fait, par exemple, en souhaitant prendre la tête d'Univers Science et faire ce travail-là, ce travail de changement. C'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers ces aspects d'éducation, ces musées de sciences, créer une nouvelle structure pour la faire évoluer. Ça me permettait d'évoluer avec et de me plonger dans un environnement différent, celui du monde éducatif et celui du monde culturel. Et ça m'a amené aussi à constituer des écosystèmes, des réseaux de relations très diversifiés. Ce qui m'aide beaucoup dans les cas où on a besoin de résilience, de rebond pour aller vers des objectifs différents. Se constituer des réseaux multidisciplinaires, transdisciplinaires. Je connais le monde de la culture, je connais le monde de l'éducation, je connais le monde politique, je connais le monde du spatial, je connais le monde de l'innovation, je connais le monde de la recherche. Garder ces écosystèmes qui sont différents, ouverts et à l'écoute les uns des autres, ça vous permet d'aller tirer des fils que vous ne verriez pas si vous restez dans un silo, dans une discipline ou dans votre univers. C'est peut-être mon overview effect qui m'a amené à considérer toujours la nécessité de tirer ces fils et de puiser dans ce que les autres peuvent vous apporter. Vous leur donnez, mais vous recevez également. En gardant cette ouverture des écosystèmes. Ça permet d'aller vers l'innovation,
la créativité. Et ça vous remplit, ça vous donne de la force. Donc vous y reprenez de l'enthousiasme, vous trouvez des choses nouvelles, vous êtes plus résilient par rapport aux incertitudes et aux ambiguïtés du monde qui vous entoure, et vous avez vraiment le sentiment d'être un acteur de votre vie. Super, merci, merci Claudie. J'aimerais terminer par une question que je pose souvent à tous mes invités, que j'aime bien poser, qui est la suivante. Donc, si tu avais un conseil à donner aux jeunes générations, par exemple aux jeunes filles qui ont peut-être des rêves d'astronaute, des rêves de direction d'entreprise, des rêves d'ingénierie, peu importe, mais qui n'osent pas forcément y croire. Quel conseil tu pourrais donner à cette jeune génération pour croire en leurs rêves et essayer de les atteindre? Il y a plusieurs choses que j'ai envie de leur dire. J'ai envie de leur dire que ce 21e siècle, il est plein de menaces, bien sûr, mais il est plein de potentialités absolument extraordinaires. Il y a plein de choses à transformer, il y a plein de choses à découvrir, et que bien évidemment, la science, la technologie, le numérique, tout ça, ça va nous aider à aller plus loin. Je ne vais pas tous les convertir à devenir des chercheurs ou des ingénieurs, mais voilà, leur dire qu'il y a des outils et que vraiment les possibles sont importants. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que chaque enfant ait un rêve, quel que soit le rêve, mais avoir un rêve. Donc ça veut dire être curieux, être accompagné, avoir un imaginaire qui se développe. Alors, l'imagination, probablement aujourd'hui, peut-être un petit peu à travers les écrans, mais la lecture, c'est important aussi pour voyager à travers le livre. Mais ayez des rêves. Ensuite, cherchez vous-même vos propres limites. Je leur dis aux petites filles, aux petits garçons, c'est pas aux autres de vous imposer des limites, de vous dire ça, c'est pas pour toi. En particulier aux petites filles. Il n'y a rien qui ne soit pas pour elles. Si ça fait partie de là où elles ont envie d'aller explorer leurs limites. Les limites, elles en trouveront. Ils en trouveront. C'est pas grave, il faut les chercher soi-même. Et puis, tout ça pour aller jusqu'au bout de la phrase philosophique. Deviens ce que tu es. Parce qu'en fait, tu l'as à l'intérieur de toi, ce qui va te permettre de tirer le fil de ta vie. S'écouter. Ça veut dire croire en soi, ça veut dire se laisser entourer par ceux qui peuvent vous apporter du support, parce qu'on réussit jamais sa vie tout seul, hein. On se construit grâce aux autres et on avance avec les autres de façon à devenir ce qu'on est, ce qu'on a au fond de soi, et pas prendre la vie des autres. Elle est déjà occupée par les autres, la vie des autres. Donc devenir ce qu'on est soi-même. Super. Merci beaucoup Claudie, je vais te laisser y aller. Merci beaucoup pour tout ce temps, tout ce partage pour nos auditeurs. Merci aussi à nos auditeurs qui sont encore là. Si vous êtes là, c'est que ce podcast vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou tout simplement le partager pour que l'on continue à partager les expériences de personnalités au profil hors du commun comme celui de Claudie dans le futur. Donc merci à tous, merci Claudie. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.